C'est l'heure de notre invité d'actualité, Madame C, 93 ans, 23 heures sur un brancard. Monsieur S, 89 ans, 30 heures sur un brancard. Madame R, 91 ans, 27 heures sur un brancard. Des exemples comme celui-ci, il y en a des centaines placardés devant le CHU de Brest sur le mur de la honte. Pourquoi l'hôpital public va si mal en 2024 ? Nous allons poser la question à François Salacasse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du collectif Inter-Hôpitaux. Est-ce que ce matin, comme le nom de ce mur de la honte, vous avez honte ? Oui, alors ça date pas d'aujourd'hui qu'on ait honte. Simplement, là, il y a un flash, il y a un coup de projecteur d'actualité sur ce phénomène. Le seul point positif dans l'histoire, c'est que peut-être enfin la population s'empare du problème parce que le vent du bolet, ils le sentent actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont compris que les services de soins, l'hôpital public en général, n'est plus à même d'assurer des soins de qualité et que loin de s'améliorer, les choses s'aggravent actuellement. Et que de temps en temps, on entend parler dans les médias, mais finalement, le reste du temps, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Comme si finalement, c'était une fatalité. Et c'est peut-être le point le plus important aujourd'hui, c'est de savoir si on peut faire quelque chose. Parce qu'après tout, si c'est une tendance lourde, et c'est comme ça, et puis il n'y a rien à faire, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et je pense que c'est important de dire qu'il y a des solutions qui sont proposées pour que finalement, les personnels soignants reviennent à l'hôpital. Parce que pourquoi il y a ces problèmes d'attente ? Parce que, en fait, en aval du service d'urgence, il n'y a pas les lits d'hospitalisation. Et pourquoi il n'y a pas les lits d'hospitalisation ? Parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour s'occuper des patients qui en ont besoin. On va évidemment évoquer les solutions, mais c'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. Ça fait maintenant des années, même depuis le Covid, il y a eu ce coup de projecteur sur les tensions au sein des services. Il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu des tentatives de réforme, il y a eu des pouvoirs publics qui se sont emparés du problème. Et pour autant, là, en 2024, on a l'impression que rien ne change. Et vous le dites, c'est pire qu'avant. Parce qu'il y a un effet de seuil, c'est-à-dire que quand on veut résoudre un problème, il y a un niveau d'action qui est nécessaire et le niveau d'action n'a pas été suffisant et c'est pour ça qu'il se passe rien. C'est-à-dire que, en fait, pour que les personnels reviennent à l'hôpital, il faut que leurs conditions d'exercice s'améliorent et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et les conditions d'exercice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être suffisamment en nombre auprès du patient. Alors, il y a des conséquences directes. Là, je vous ai apporté, je ne sais pas si la caméra pourra zoomer dessus. C'est un article qui date du 19 août dans une prestigieuse revue américaine. C'est un article d'une équipe britannique. On n'arrivera pas à le lire, mais vous pouvez nous le raconter, cet article. C'est très simple. Sur 5 ans, de 2015 à 2020, cette équipe britannique a cherché à savoir si le fait d'être sous-staffé, c'est-à-dire en bon français, le fait de ne pas avoir assez de personnel au lit du malade, et surtout également d'avoir du personnel intérimaire, c'est-à-dire des équipes qui sont pas stables, des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas l'expertise. Est-ce que ça a une conséquence ou finalement c'est plus ou moins epsilon dans l'histoire ? Ça a une conséquence énorme sur la mortalité. Donc là, on peut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien à voir. C'est maintenant prouvé. Alors ça tombait sous le sens, encore fallait-il faire l'étude. Donc c'est extrêmement important parce que finalement tout ça c'est opaque, souterrain. Et il n'y a que quand on est personnellement confronté au problème qu'on s'en préoccupe. Le mur de Brest, c'est ça. C'est le fait que finalement, les familles de ces patients disent « Nous, on veut plus de ça, on n'a pas signé pour ça ». D'ailleurs, les politiques n'ont eu aucun mandat pour détruire l'hôpital public et c'est pourtant ce qui se passe actuellement. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'on a envie de vous demander, maintenant vous en avez parlé justement au début de cette interview, les solutions, qu'est-ce qui peut être apporté, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce que vous attendez vous aussi en tant que personnel hospitalier ? Alors, ce qu'on attend, c'est d'une part que les fameux ratios, maintenant tout le monde sait ce que c'est-à-dire l'adéquation entre le nombre de... Alors, ces ratios, c'est quantitatif, mais c'est qualitatif. C'est l'adéquation entre le nombre de patients et le nombre de médecins. Non, pas que de médecins, de soignants en général, c'est-à-dire également d'infirmières, d'aides-soignants. Qui soient garantis par l'État. C'est le cas actuellement dans les services de réanimation, ça n'est pas le cas dans les autres services. Il y a une proposition de loi qui date maintenant de 2 ans, qui a été adoptée, le principe de la présenter à l'Assemblée nationale a été adopté à 85% par les sénateurs. On attend que les députés s'en emparent et proposent cette loi. Donc, vous connaissez les difficultés actuellement à l'Assemblée nationale. Je voudrais juste te dire... Pas qu'à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Non, mais je voudrais juste te dire que, par exemple, ça n'est qu'un exemple, mais Lucie Castet est tout à fait d'accord pour proposer cette proposition de loi lors de la prochaine mandature. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait pas des politiques qui s'engagent. Il y en a qui s'engagent. Le problème maintenant, c'est que ça passe dans les faits. Et il ne vous aura pas échappé que Lucie Castet n'est pas encore Premier ministre et ne le sera peut-être pas. Non, mais sinon ça peut être repris dans la niche parlementaire d'autres groupes parlementaires. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance parce que chaque jour qui passe est un jour de trop
pour les patients. Et ça, c'est une espèce d'épidémie silencieuse de destruction du système de soins. C'est vrai pour les urgences, et on en parle tout le temps des urgences, mais les urgences, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. De la même façon que les morts illégitimes sont la partie émergée de l'iceberg. On meurt illégitimement à l'hôpital en France aujourd'hui ? Mais je pense que ne pas le dire, ce serait faire un mensonge par omission. Bien sûr que oui. Est-ce que c'est une fatalité ? Bien sûr que non. Donc il y a vraiment des choses à faire. C'est grave ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital pensant être soignés et qui meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est une notion qu'on n'aime pas voir, de la même façon qu'on n'aime pas se projeter personnellement dans le fait qu'on va être malade un jour. Et ou qu'il va y avoir un feu et les pompiers, ils sont là même quand il n'y a pas de feu, parce qu'ils sont prêts à intervenir. Et il faut vraiment qu'il y ait des équipes pour ça. Et des équipes, vous savez, former une équipe de soins, ça demande beaucoup de temps. La stabiliser également, la détruire, ça prend quelques semaines à quelques mois. Et ce phénomène de cinétique n'a pas été pris en compte depuis le début. Donc, encore une fois, on appelle de nos vœux des changements drastiques. Ça veut dire des ratios, ça veut dire bien sûr des salaires. Il y a eu un petit progrès, mais on est encore très à la traîne par rapport aux autres pays européens. Il faut le savoir. Et puis, également un changement de gouvernance, c'est-à-dire que depuis la loi hôpital, la loi HPST, vous savez que c'est une direction administrative qui a le final cut sur toutes les décisions. Et on a mis à la poubelle les mandarins. On avait peut-être raison parce qu'il y avait beaucoup d'excès. Mais dans le même temps, on a mis à la poubelle la structuration d'une équipe de soins. Et on est maintenant dans des techniques de management, de mutualisation des moyens qui font fi de ce qui est le cœur du métier et la qualité des soins. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'on a dégoûté toute une génération de soignants. Il y a actuellement 100 000 infirmières qui sont formés, qui pourraient être à l'hôpital et qu'on choisit de se sauver. Parce que quand on ne propose pas de solution collective de qualité au travail, les gens la jouent perso. Et c'est ce qui se passe avec l'intérim. Et cet article que je viens de vous montrer rapidement, qui date du 19 août, montre très bien qu'il y a la quantité et la qualité. Et le fait d'avoir des équipes qui ont essentiellement des intérimaires et pas ce que j'appelle des tauliers, parce qu'il faut des équipes. Dans les équipes de soins, il faut des tauliers, des gens qui ont l'expertise, l'habitude, etc. Eh bien, il y a des conséquences sur un critère dur d'études en santé publique. Et on peut faire confiance aux Anglais pour faire de la santé publique, qui est la mortalité quand on est hospitalisé. Et une question, vous parlez de ces équipes d'hospitaliers, vous parlez de cette génération actuellement, mais il y a les futures générations aussi. Une question sur ces internes, moins 1510 postes par rapport à 2023. Les internes, on le rappelle, ils constituent 40% du personnel médical à l'hôpital. On en pense quoi aussi de ça ? Alors, je suis pas sûr qu'il faille lier complètement les deux thèmes, mais il y a des points communs. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça va pas faciliter le travail dans les hôpitaux en général. C'est très conjoncturel parce que ça va durer qu'une année. Ils vont être reversés dans les promotions ultérieures. Il y a eu une grande défiance des étudiants qui n'ont pas du tout eu confiance dans le fait que cette réforme soit prête. Ils voulaient pas faire partie de la génération sacrifié du crash test. Bon, je vais pas épiloguer pour savoir s'ils ont eu raison d'avoir peur ou pas, c'est pas le sujet. Non, par contre, on peut se poser d'autres questions. C'est justement ces jeunes médecins, ces jeunes infirmières, comment on maintient le feu sacré ? Comment on les fait rester à l'hôpital ? Oui, comment on leur fait choisir l'hôpital, comment on les fait rester. Et il faut prendre en compte quelque chose qui est très important, c'est que ces métiers du soin ont été basés sur des motivations sacrificielles. Et ça n'est plus le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on choisisse ce type de métier par hasard. Donc, il faut maintenant prendre conscience du fait que, effectivement, la vie personnelle, c'est important pour ces métiers-là. Il y a un gros niveau de stress. Donc, organisons-nous pour avoir des équipes en nombre et fidélisons et surtout maintenons l'expertise dans ces équipes parce que c'est ça qui est le plus important. Et je ne sais pas comment le dire autrement. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que cette notion que j'essaye de faire passer, et je ne suis pas le seul, tout notre collectif interhôpitaux le fait en permanence, elle n'a absolument pas impacté les décisions gouvernementales depuis au moins 5 ans. On a eu beaucoup de promesses. En fait, il ne s'est rien passé dans les faits. Et je crois vraiment que l'effet de seuil pour changer une situation, il ne faut pas mégoter. C'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Et c'est un changement, on le comprend en vous écoutant, qui passe forcément par des décisions politiques. Est-ce que vous êtes candidat pour devenir ministre de la Santé ?
Celle-là, je ne l'attendais pas, cette question. Alors, et pour autant, je vous la pose. La réponse, elle est non. Je ne suis pas candidat. Si Lucie Castet est nommée à Matignon et qu'elle vous appelle, vous refuserez d'être ministre de la Santé? Oui, bien sûr. Parce que j'ai dans le collectif Interhôpitaux des gens beaucoup plus efficaces et compétents que moi dans le domaine. Mais par contre, on aura des vraies propositions et on ne refusera pas finalement de mettre les mains dans le cambouis pour finalement, parce que c'est bien joli de parler, mais il y a un moment, il faut agir. Et quand on prône des solutions, il faut les mettre en œuvre. Rapidement, est-ce que le système français est toujours le meilleur du monde, comme on l'a souvent dit? Non, je pense qu'on ne peut plus dire les choses comme ça. Hein. Mais par contre, on sait ce qu'il faut pour qu'il le redevienne. Parce que finalement, le système n'est pas encore cassé. Juste un dernier point. Rapide. Il y a quand même une phrase qu'il faut méditer, qui est celle de l'actuel chef de l'État, qui a dit, vous savez, c'est très difficile de changer, de réformer un système tant qu'il n'a pas été totalement détruit. Est-ce qu'il faut conclure de ça que la destruction de l'hôpital public à la française est un objectif du chef de l'État? J'espère que non, mais encore une fois, il y a des tas de raisons d'être inquiet. Merci beaucoup. À vous, François Salacas. On le rappelle, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, mais aussi membre du collectif Interhôpitaux. Et puis, on va partir en pause. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tout de suite.